On va passer aux témoins du samedi. Aujourd'hui, on reçoit l'un des avocats les plus célèbres. Il est aussi très connu puisqu'il était l'avocat de Jonathan Daval. Il est venu nous parler de son livre itinéraire d'un avocat hors norme, 10 affaires criminelles incroyables. On va donc revenir sur les affaires criminelles les plus folles qu'il a traitées. Et il va tout nous raconter, bien entendu. Merci, Randall Schwerdorfer, d'être avec nous. Vous connaissez Christophe Ondelat, bien sûr. Hein. Oui. Naturellement. J'admire beaucoup, d'ailleurs. Bah oui. Ouais. Que j'écoute. Ah oui, très bien. Ça fait plaisir. Il peut vous parler du carnage de BFM TV dans l'affaire Daval. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en avez pensé en général, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Tiens, Et je l'ai subi, moi, au début. J'avais déjà eu des affaires très médiatiques, mais on a subi, pendant la garde à vue, une centaine de journalistes omniprésents pendant les 48 heures de garde à vue. On était assaillis par des journalistes. On répondait aux questions. Le soir, on faisait des plateaux pour nous reprocher de répondre aux questions. On apprenait par la presse les éléments d'investigation du dossier avant d'en avoir connaissance. Ça a complètement déstabilisé la garde à vue. Comme disait Christophe Ondelat, on nous a fait le procès avant le procès. C'était extrêmement compliqué à gérer. Je crois que beaucoup de médias ont fait leur mea culpa. BFM TV l'avait fait. Des journalistes m'en ont parlé en disant on en a trop fait. C'était trop. C'était trop. Mais pourquoi? Parce que ça passionnait les gens. C'est quoi la première? Non. Ouais. Ça a passionné les gens parce qu'ils en parlaient. Parce que c'est une affaire qui est c'est pas l'affaire du siècle. C'est une affaire criminelle ordinaire. Je l'ai déjà dit. Criminelle. Il a pris une dimension complètement dingue. Le mensonge, etc. Alors, Elle est extraordinaire, cette affaire. On parle de l'affaire Daval. Hein. Oui, l'affaire Daval, elle est extraordinaire. Je précise juste une chose. Elle n'est pas du tout ordinaire. Elle est ordinaire. Il y a près de 20 crimes par an du même genre. En fait, elle ne l'était pas. Des gens qui participent à la recherche de la personne qu'ils ont tuée. Oui, mais sauf qu'elle était télévisuelle. On la voyait en live. On voyait c'est ça qui l'a rendu extraordinaire. Exactement. C'est extraordinaire. Et donc, non, ils l'ont rendu extraordinaire. En fait, non, au début, elle était totalement ordinaire. Et je me demande pourquoi les médias ont l'impression qu'ils ont eu du nez sur cette affaire. Parce que c'était juste une joggeuse qui avait disparu. Je vais vous dire juste, il n'y a rien dans l'actualité à l'époque. Il n'y a pas les gilets jaunes, il n'y a pas les agriculteurs, il n'y a rien. Et on sait, parce qu'il y a des informations qui filtrent, que Jonathan doit être arrêté en principe à l'enterrement d'Alexia. Et donc tous les médias sont là et se disent ça va être extraordinaire, en 8 jours on boucle l'affaire. Et c'est pour ça qu'on va surfilmer Jonathan Daval à ce moment-là et on attend l'interpellation en direct, ce qui aurait été colossal médiatiquement parlant. Et le procureur, à ma connaissance, sait que ça a filtré, bloque l'interpellation et après l'affaire va continuer. Et c'est vrai qu'après, une fois que les médias avaient fait prendre l'affaire, et notamment, c'est une affaire BFM au départ, c'est vrai, l'affaire, elle a survécu. Et moi, je vais vous dire aussi un petit secret. J'ai refusé systématiquement, pendant les 3 mois avant l'interpellation de Jonathan, des interviews que me réclamaient beaucoup de chaînes télé de Jonathan Daval pour clamer son innocence. Vous voyez, parce que là, on en aurait encore rajouté et aujourd'hui, on le reprocherait d'avoir en plus parlé devant les médias. Donc voilà, mais c'était, je crois, la première affaire depuis l'affaire Grégory qui était aussi surmédiatisée. Et c'est vrai que les médias en ont fait une affaire hors norme, mais ça reste une affaire pour vous, professionnelle. Pendant la marche blanche, les médias savaient pour vous. Oui, bien sûr. C'est fou. Très fort. Ah ouais. Merci. Randall Schwerdorfer, alors vous parlez de 10 affaires criminelles incroyables, notamment de Frédéric Péchier. Également. Est-ce que vous connaissez cette affaire, Christophe, l'affaire Frédéric Péchier? Non. L'anesthésiste de Besançon. Donc c'est un médecin. Alors en plus, je peux l'avoir raconté et l'avoir oublié. Non. J'en ai raconté plus de 1000. Donc. Ah ouais, c'est une affaire en cours. Je me souviens pas ça. Donc c'est quoi l'histoire? Il a été mis en examen pour empoisonnement avec préméditation sur 7 patients. Et donc ça, c'est une affaire que vous traitez dans votre livre? Alors, je traite très succinctement les affaires en cours. Exactement. Parce qu'elle sera en principe manifestement jugée l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est une affaire qu'on a gérée bien avant l'affaire Daval, 1 an avant l'affaire Daval, et qui a eu cette chance de ne pas être trop médiatisée. En fait, on est assez tranquille dans le dossier et c'est plutôt bien. On va pouvoir aller au procès plus sereinement. Par contre, quand on sera au procès, il y a un suivi international de cette affaire, notamment par le milieu médical. Et effectivement, on s'attend à ce que ce soit extrêmement suivi d'un point de vue médiatique. Vous avez déjà refusé une affaire ou pas? J'en refuse régulièrement des affaires. Ah ouais? Et ça fait depuis des années, il faut que ça m'intéresse, il faut qu'on soit d'accord aussi sur les honoraires. Comment vous êtes arrivé sur l'affaire Daval? C'est Jean-Marc Florent, qui est un avocat brillant, qui a défendu Patrick Dils, qui a fait acquitter Patrick Dils, qui m'appelle un jour, je suis en Guadeloupe, en formation, en fait je me repose, et il m'appelle et il me dit écoute Randall, est-ce que ça te dirait d'intervenir pour Jonathan Daval? Et je lui dis oui, j'ai vu l'affaire, elle m'intéresse, effectivement. Et c'est comme ça qu'il me met en contact avec Jonathan Daval et que je deviens effectivement l'avocat de Jonathan Daval. Et que lui devient l'avocat.
des parents d'Alexia. Et lui devient exclusivement l'avocat des parents d'Alexia, parce que je pense qu'il avait senti qu'il y aurait un problème, et qu'en grand professionnel, il s'est dit, je vais scinder la famille d'Alexia et le mari. Exactement. C'est incroyable. Alors, il y a une affaire, il y a plusieurs affaires qui sont incroyables. Il y a notamment l'affaire Yvon Octo. C'est un retraité sans casier judiciaire, père exemplaire. En 2008, il fait la connaissance d'une voisine qui venait de s'installer dans un quartier dans le Doubs. Il devient proche de sa voisine après il a réalisé des travaux chez elle, c'est ça? C'est ça, oui. Et ils se voient régulièrement, ils vivent une histoire d'amour. Et qu'est-ce qui se passe après? Et il se rend compte qu'elle le trompe. Et il veut savoir un soir où ils prennent l'apéro, c'est quoi les SMS qu'elle reçoit. Et puis elle refuse de lui dire. Et c'est assez déstabilisant ce qui se passe. Il va dans la chambre à coucher, il prend un fusil de chasse qui était à lui, il met 2 cartouches. Il arrive, elle est en train de boire son verre et de regarder son téléphone portable et il lui tire une balle dans la tête à bout touchant. On la retrouvera d'ailleurs les mains croisées sur elle, comme ça, sans bouger, immobile, avec les rigidités cadavériques. Et puis après, il appelle tout de suite son fils, qui est grand, hein, il a une trentaine d'années. Il lui dit, voilà, je viens de tuer ma compagne, je ne sais pas quoi faire. Je suis paralysé, je ne sais pas. Son fils appelle tout de suite les gendarmes, il va être interpellé. Il va être jugé, il va comparaître libre devant la cour d'assises, il va faire 2 ans de détention. Il va être remis en liberté dans l'attente de son procès, ce qui serait impossible aujourd'hui. Hein. Je pense que Cyril, vous nous en parlez peut-être pour ça. Et il va être condamné à la peine de 10 ans d'emprisonnement pour avoir tué sa compagne. On est, je crois, en 2011 à l'époque, ou 2013, je ne me rappelle plus la date. Aujourd'hui, les peines pour ce type de faits rigoureusement les mêmes ont doublé, voire triplé. Ce que vous devez savoir aussi, Valérie Benaïm, puisque c'est une bonne nouvelle, vous traitez les affaires criminelles dans votre livre d'une façon remarquable, et ce genre de personnalité qui passe à l'acte. Et effectivement, aujourd'hui, la moyenne, c'est 22-25. Ouais, or, pour ces faits-là, l'avocat général avait requis, je crois, 13 ans, et il n'y a pas eu appel. C'est-à-dire que ça n'appartient pas à notre siècle. C'était il y a une petite dizaine d'années. Alors, je pense que Christophe pourra le confirmer. Et depuis, par contre, pour les femmes qui ont tué, je le traiterai dans mon prochain livre, on a des peines qui sont divisées par 2, voire divisées par 3 par rapport aux hommes qui ont tué leur compagne. C'est fou. Ouais. Là, il y a un sexisme judiciaire extraordinaire. On va le prendre, on va le rappeler, on va le préciser sur des affaires précises, parce que j'aime bien donner des cas concrets. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais plaidé le crime passionnel. Personne n'a trouvé rien à redire. Aujourd'hui, sur un plateau, quand vous êtes invité par des journalistes, on n'a plus le droit de parler de crime passionnel. C'est interdit. Voilà. C'est quoi le procès qui a été le plus éprouvant pour vous, le plus... Et je vais être honnête, ils le sont tous. Ah, vraiment, non. Ils le sont tous. On ne sort jamais indemne d'une cour d'assises. On juge des crimes, des meurtres, des viols. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a du sang. Il y a des familles qui sont disloquées par les affaires criminelles. On a rarement des voyous dans les cours d'assises. On a en général des gens qui n'ont jamais commis d'infraction. C'est très rare d'avoir des récidivistes dans les cours d'assises. On a des gens qu'on s'imaginait même pas une seule seconde qu'un jour ils puissent aller aux assises. Par exemple, un mari qui tue sa femme, prenez l'affaire Daval. Moi, j'ai toujours dit que la famille de Jonathan était une famille remarquable. Sa maman, son beau-père, ses frères et sœurs n'ont jamais eu un problème avec la justice. La famille d'Alexia, c'est pareil. Et du jour au lendemain, parce qu'il y en a un qui dysfonctionne, tout le monde se retrouve plongé dans l'horreur criminelle, parfois même devant les médias. La vie est disséquée, la vie est éclatée à la face du public. Non, il y a toujours de la souffrance. Alors, moi, tous mes procès m'ont marqué. Justement, vous dédiez un chapitre au mouvement MeToo. Vous avez dit, je ne commencerai pas ce chapitre en disant que je suis féministe. Cela suffit, j'en ai plus qu'assez de devoir légitimer mon discours en courbant l'échine devant certaines hystériques qui m'écoutent avec un couteau entre les dents. C'est vrai. Ou mytho. MeToo, exactement. MeToo, pourquoi ? Parce que ce qu'on dénonce dans ce livre-là, et on est un certain nombre d'avocats à le dénoncer, et pas que d'avocats, c'est le lynchage, et notamment le lynchage médiatique des gens qui sont préjugés, présumés coupables. Vous avez fait une liste de noms d'hommes présumés innocents, et pourtant écartés de la société sur de simples accusations. Nicolas Hulot, Harry Habitant, Tariq Ramadan, Patrick Poivre d'Arvor, Damien Abad, Jean-Jacques Bourdin, Gérard Depardieu. Jean Lassalle aussi. Mais j'aurais pu rajouter Coué. Et je pourrais rajouter demain Cyril Hanouna si, par exemple, vous allez voir la police en disant « Vous ne savez pas, Cyril Hanouna m'a coincé dans la loge, j'étais toute seule, je suis désespérée. » Alors, il y a plus de chances que ce soit elle qui me coince.
C'est pas faux. Hein. Quand je l'ai vu vous regarder, je me suis dit un truc qui est bizarre. Mais par contre, si c'est l'inverse, on risque pas de vous écouter. C'est vrai. Alors, c'est là où on dénonce un certain sexisme, et surtout, ce qu'on dénonce, c'est une violation constante de la présomption d'innocence. Moi, peut-être que ces femmes disent la vérité, mais ce que MeToo impose, c'est de croire la parole. Et vous avez aujourd'hui, alors que des juges ne sont pas là pour croire, la justice, elle est là pour savoir, pour faire des investigations. Ça prend du temps, des enquêtes, des analyses, des expertises, des preuves objectives, subjectives. Avec le mouvement MeToo, on vous dit, à partir du moment où une femme accuse, c'est que c'est vrai, il faut la croire, et puisque c'est que c'est vrai, c'est que l'homme qu'elle accuse, il est forcément coupable. Ouais. Alors, et si elles sont deux, il n'y a plus de procès, il n'y a plus de débat, on l'écarte de la société. Ce que veut MeToo exige, MeToo est le mouvement des néo-féministes, pas des féministes, avec qui je m'entends très bien, des échos et néo-féministes que je déteste, qui disent simplement, il n'y a même pas besoin de faire de procès, il faut écarter les gens de la société avant tout procès, et même s'ils ne sont pas condamnés, ce n'est pas des gens corrects, ils ont quand même eu ce qu'ils méritaient. Et ça, c'est scandaleux. Justement, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec Randall Schordorfer ici, à part Gilles Verdet, je pense. Je pense que Gilles n'est pas d'accord avec vous. Randall, je me trompe ? Non, vous ne vous trompez pas. Oui, bien sûr. Alors dites-nous. Non, mais moi, ce qui me gêne, c'est que votre discours, il se heurte aussi à ce que vous avez fait. Vous dites la présomption d'innocence, on ne doit pas, entre guillemets, écarter des gens, etc. Dans l'affaire Daval, vous avez eu vous-même des déclarations, quand vous avez dit c'est un mari rabaissé par la personnalité écrasante de son épouse, que d'ailleurs vous avez regretté après, qu'on contribue à influencer les médias. Donc parfois, vous jouez aussi... Mais c'est un avocat. Mais c'est pas la même chose. Mais nous, on est les médias. Avocats, médias. On est dans le même monde, monsieur. Je défends. D'abord, non, on n'est pas dans le même monde. Moi, je suis un juriste. Je n'ai pas la maîtrise de la chose médiatique. Je n'ai pas la maîtrise d'un plateau. Je n'ai pas la maîtrise des instruments de langage comme vous l'avez. Et certains journalistes m'ont pris pour un journaliste. Non, je suis un avocat. Et moi, mon travail, c'est dans les cours d'assises. Je participe toujours avec plaisir à des plateaux de télé pour essayer d'expliquer. Mais j'ai conscience que j'édulcore mon langage pour être compris de tous. Parce que lorsque je parle comme un avocat, c'est beaucoup plus compliqué. La deuxième chose, c'est que moi, je défends. Et je défends celui qu'on accuse. Donc je suis subjectif. Je ne suis pas objectif. Et n'attendez pas d'un avocat qui défend, comme d'un avocat général qui accuse, d'être objectif. C'est la cour d'assises qui le sera. Et là, vous me reprochez de ne pas avoir été objectif, et vous avez raison. Mais c'est l'essence même d'un avocat, de ne pas être objectif. Moi, j'ai lu votre livre, j'ai beaucoup apprécié, et pour en revenir à... Ne mentez pas. Comment ? Vous n'êtes pas obligé de mentir. Non, je l'ai beaucoup apprécié, parce que je n'ai pas l'habitude de lire ce genre... Elle n'a pas l'habitude de lire. Elle n'a pas l'habitude. Si. On rigole. Et donc, pour revenir au sujet de MeToo. Oui. Vous avez parlé d'une affaire où en fait c'est un médecin généraliste qui avait soi-disant violé une femme d'une soixantaine, qui avait 67 ans, il me semble, sous curatelle. Et donc à la fin, il a été... Sa patiente. Oui, qu'il avait... Attendez. Qui était aussi sa... Vous l'avez lu, le livre ? C'est laborieux. Non, mais parce que qui est à son domicile. Oui. Et il a été innocenté. Il a été condamné une première fois à 4 ans. C'est le médecin généraliste à Auxonne. Et donc, exactement, par la cour d'assises de Dijon. Et puis il a été acquitté en appel par la cour d'assises de Chaumont, parce que des nouveaux éléments étaient apparus à la cour d'assises, et notamment, effectivement, certains éléments qui permettaient de se rendre compte qu'elle inventait beaucoup de choses, qu'elle mentait sur beaucoup de choses. C'est sa fille, d'ailleurs, qui lui a... Et notamment sa fille, sa propre fille, c'est elle qui l'a accablé le plus, notamment sur les mensonges qu'elle avait fait vis-à-vis de ce médecin. Donc les affaires sont compliquées. C'est pas parce qu'une femme accuse que c'est vrai, c'est pas parce qu'elle accuse que c'est faux. On dit simplement que la justice fasse son travail, qu'on se calme et qu'on ne sanctionne pas les gens avant. Moi, je connais pas M. Coué, peu importe, c'est pas ma génération et c'est pas mes émissions, mais j'ai entendu, il faut l'écarter dans l'intérêt de l'enquête. Ah bon ? Alors, vous reconnaissez qu'il y a une pression des associations féministes, etc. Mais la pression, je veux dire, il suffit que les patrons de chaîne disent stop, on arrête le lynchage, le macartisme actuel, la chasse aux sorcières actuelle. J'ai quelqu'un de mes animateurs, une animatrice qui est accusée d'harcèlement sexuel sur ses régisseurs, par exemple, eh bien, exactement, mais c'est tout à leur honneur, en disant je ne sais pas ce qui se passera, peut-être que Plaza sera condamné, peut-être qu'il sera innocenté, s'il est condamné par contre... Maître, vous savez que ça ne marche pas comme ça. Ça c'est normal. L'antenne d'énergie qui joue sur un public très jeune, ils prennent pas, il n'y a pas un cas où ils vont prendre le risque de salir leur image pendant des semaines et des semaines. Mais vous savez, c'est pas votre avis. Il faut détendre un petit peu la société. Il n'y a pas de raison que la société se soit durcie de cette façon-là, alors que dans les années 90... Ah mais on est d'accord. Maître, on peut quand même se féliciter de la libération de la parole de la femme, de ces mouvements-là. Et de dire, en préambule. Moi, j'entends quand je suis très féministe. Vous dites, je n'aime pas qu'on dise on vous croit. Mais moi, j'ai envie de dire on vous croit quand même.
Oui, mais c'est pas parce qu'on vous écarte pas, c'est pas parce que quelqu'un est accusé qu'on ne l'écarte pas de la scène. Mais c'est quoi la solution? Attendez, Christophe, le respect de la présomption d'innocence. L'affaire est très... Non mais par rapport à l'écartement... Pardon. Christophe, 2 minutes. Non, mais l'affaire est compliquée par le fait que ce sont des choses extrêmement difficiles à prouver. Donc, et qui par ailleurs sont, pour certaines d'entre elles, frappées de prescription. Donc, au fond, des gens viennent se plaindre de faits qui sont frappés de prescription et qu'ils ne pourront pas démontrer. 90% du temps. Et alors après, on voit la justice les a acquittés. Ah oui, c'est une des complexités des dossiers de viol et d'agression sexuelle. Il n'y a pas de preuves. Et il y a une prescription qui court au regard de ce que sont les faits évoqués. Il y a quelque chose qu'il faut donc expliquer. C'est-à-dire qu'il faut faire de la pédagogie sur tout ça. Exactement. Et il y a une chose, moi, qui me choque énormément, c'est que les faits prescrits soient évoqués publiquement sans que la justice ne puisse jamais trancher. C'est-à-dire un type, on dit, il y a 30 ans, il y a une fille qui l'accuse de l'avoir violée il y a 32 ans. Eh bien, c'est prescrit. On ne pourra pas en parler, mais on en parle quand même. Donc tout le monde pense que ce type est coupable et jamais la justice pourra dire qu'il ne l'est pas ou qu'il l'est. Merci Randall Schwerdhofer, itinéraire d'un avocat hors norme. Merci d'avoir été avec nous. Merci Cyril. Merci Christophe.